Allez, tout de suite, on enchaîne avec notre premier sujet. Je vous l'ai dit, cette édition sera consacrée à la ville d'Alexandrie. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau M. Yousri Abdallah, qui est guide touristique, également chercheur en antiquité égyptienne. Bonjour. Bonjour, Noah. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie infiniment. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de découvrir un reportage que nous a préparé notre rédactrice en chef, qui parle d'un musée ou une exposition qui se trouve au Musée national d'Alexandrie, qui accueille donc les secrets de la cité engloutie. Vous le savez, Alexandrie est riche en ses trésors, non seulement sur la surface de la terre, mais également engloutis dans la mer. Ce sera notre sujet d'aujourd'hui, mais tout de suite, je vous propose de voir un résumé à travers ce commentaire. On se retrouve tout de suite après. Les secrets de la cité engloutie est le titre d'une exposition temporaire tenue au Musée national d'Alexandrie. Organisée dans le cadre de la première journée internationale du patrimoine culturel subaquatique adoptée par l'UNESCO fin 2024 sur proposition de l'Égypte. Cette exposition met en lumière la richesse inestimable des trésors engloutis découverts au large d'Alexandrie. L'exposition a démarré le 20 août. Pendant 6 mois, 86 artefacts rares provenant de Thonis Héracléon, Canope et du port oriental de l'ancienne Alexandrie dévoilent au public la richesse oubliée des cités disparues. C'est une collection exceptionnelle, finement choisie par le département égyptien des antiquités subaquatiques, en collaboration avec l'Institut européen d'archéologie sous-marine. Quelques pièces, parmi celles exposées, ont fait le tour du monde lors des expositions à l'étranger, comme par exemple en Espagne et au Portugal. D'autres artefacts n'ont jamais quitté les entrepôts. Ces objets illustrent la vie quotidienne et militaire, les rites religieux et l'art des époques ptolémaïques et romaines. Parmi les pièces phares figure un torse en granit noir d'un dignitaire datant du IIe siècle avant Jésus-Christ, une statue d'empereur romain, une statue en bronze de la déesse Hathor, ainsi que des objets rituels tels qu'un brûle-encens, une stule en argent et des amulettes en plomb en forme de temple et de cavalier. Une vitrine consacrée à Héracléon, ancien grand port d'Égypte, présente également des poteries, des lampes à huile, une poterie portant le nom de la cité, ainsi que des objets liés au parfum et au rituel. Ces pièces, longtemps englouties, offrent une plongée unique dans la richesse spirituelle et artistique de l'Égypte antique. L'exposition s'adresse à tous les publics grâce à des cartes explicatives en arabe, en anglais et pour certaines pièces en braille. Cette exposition illustre le rôle civilisationnel unique d'Alexandrie, pont entre l'Orient et l'Occident et capitale culturelle de la Méditerranée. Face au succès attendu de l'exposition, l'idée de créer un musée permanent consacré au patrimoine subaquatique refait surface. Une telle institution viendrait compléter le réseau muséal égyptien et offrir un espace pérenne aux découvertes qui continuent d'affluer des eaux de la Méditerranée. Alors, Monsieur Yousri, nous avons vu donc Alexandrie regorge de trésors à travers la mer. Alexandrie, la deuxième ville d'Égypte, la plus importante donc d'Égypte, elle a eu une importance aussi au cours de l'histoire. Pouvez-vous nous parler de son importance justement à travers les temps? Bien sûr que l'Égypte est un pays très riche par son histoire. Alors on peut considérer l'Égypte un berceau de toute civilisation, ainsi qu'un berceau de toutes les religions. Bien sûr, le Caire occupait une place très importante à l'époque, depuis le temps des pharaons, parce que l'Égypte est à la fois pharaonique, c'est les plus anciens fragments qu'on avait découverts un peu partout, au Caire surtout, comme dans la région de Helwan, Maadi, ainsi que le plateau de Gizeh, Saqqara. Alors partout dans ces endroits, on a retrouvé les plus anciens documents, ainsi que dans la ville de Kéna, à la Haute-Égypte, à 600 km au sud. Alexandrie était toujours très importante. Je ne crois pas que c'était très occupé à l'époque des pharaons, vu un peu la différence du climat,
malgré tout, durant le Nouvel Empire, on avait retrouvé pas mal des monuments et des vestiges dans la ville d'Alexandrie qui sont témoins toujours de l'histoire de l'Égypte pharaonique dans la ville d'Alexandrie. Et toujours, Alexandrie était une ville importante, surtout depuis l'arrivée d'Alexandre. Alexandre le Grand, Alexandre de Macédonie, à la fin de l'époque pharaonique. Il y a on va dire une invasion, mais c'était pas une invasion dans le but d'occuper le pays que d'agrandir son empire. Alexandre. Alors justement, Alexandre le Grand, lorsqu'il est arrivé donc en Égypte, particulièrement à Alexandrie, il a été fasciné par cette ville à tel point qu'il voulait en faire le centre de son empire. Pourquoi il a été autant fasciné par cette ville? Il était fasciné par cette ville, surtout pour la rencontre. Vous voyez là, c'est l'embouchure du Nil avec la Méditerranée. Alors, de point de vue géographie, c'est vraiment l'endroit le plus important, stratégique. C'est pour cela qu'il a voulu réaliser de la ville d'Alexandrie un siège pour qu'il puisse partir un peu partout pour réaliser ses expéditions, quoi. Est-ce qu'on peut dire qu'Alexandrie, c'était vraiment le point essentiel du commerce mondial à l'époque? Bien sûr. Et toujours, c'est un des points très très importants du commerce mondial. Mais à l'époque d'Alexandre, c'était plus pour ses activités militaires. Depuis là-bas, il pourrait partir conquérir un petit peu le monde entier. C'était très facile pour lui. Ainsi que l'emplacement qui lui a plu, bien sûr, vu le climat, vu le bord de mer, c'est un peu son domaine, quoi. Et est-ce qu'on peut dire que justement l'archéologie ou les vestiges qu'on a pu retrouver ont fortement été touchés par son arrivée en Égypte? Plutôt avec l'arrivée des Romains. D'accord. Alexandre, il n'a pas eu vraiment le temps parce qu'Alexandre, il avait dirigé l'Égypte durant 10 ans. Il n'était pas là tout le temps. Alors, c'était pas ça qui lui intéressait à l'époque. Mais à l'arrivée des Romains, là, les vestiges d'autrefois, ils étaient plus touchés que durant le temps d'Alexandre. Alexandre, ainsi que ses successeurs, ils ont dirigé l'Égypte durant 3 siècles aux environs. Entre 332 avant Jésus et 30 avant Jésus. Et là, c'est les Romains qui sont arrivés. Et justement, durant la période d'Alexandre, qu'est-ce qui a été fait, qui a été justement le témoin de sa présence à Alexandrie? Qu'est-ce qui nous reste des trésors d'Alexandre le Grand à Alexandrie? Alexandre le Grand, il n'en reste plus grand-chose. On est en train de chercher toujours sa tombe. On ne sait pas exactement où est située. On doute que la tombe d'Alexandre est en point zéro de la ville d'Alexandrie. Mais le point zéro de la ville d'Alexandrie, c'est plutôt le croisement entre la rue Nabidanial et d'autres rues qu'on ne sait pas exactes, toujours, vu que la topographie a changé, bien sûr. Exactement, et c'est un quartier très très peuplé, donc il est impossible de faire des recherches et de creuser. Parce qu'il y a des villes en dessous. Exactement. Déjà. Justement, la ville d'Alexandrie, ce sont des villes bâties sur des villes. Superposées, bien sûr. Superposées. L'Égypte, d'ailleurs. C'est vrai, l'Égypte d'ailleurs, mais la particularité de l'Alexandrie, c'est aussi au fond de ces eaux, on trouve des cités comme on l'a pu découvrir il y a 2 semaines. Est-ce que c'est une chose qui devrait nous inquiéter sur l'avenir de cette ville? On parlait depuis très longtemps que la ville d'Alexandrie toujours risque d'être inondée, ou bien les vestiges ou les monuments qui sont sous terre, on risque de les perdre complètement. Mais au fur et à mesure, avec quand même la bénédiction, on va dire, du bon Dieu, toujours pour l'Égypte, on découvre des choses. Même quand on a voulu bâtir la bibliothèque d'Alexandrie, durant les travaux, on avait découvert déjà une partie de l'ancienne bibliothèque qui est déjà bâtie à l'époque ptolémaïque, la bibliothèque d'Alexandrie, et c'était la première université du monde. Là où étaient formés tous les savants très très célèbres du monde entier. Et qu'est-ce que ça nous dit justement, toutes ces découvertes sur la ville d'Alexandrie? Ça
ces découvertes, ces villes que nous redécouvrons, ou que nous, lorsqu'on creusons et qu'on découvre ces cités, qu'est-ce que ça apporte de plus à l'histoire de cette ville? Toujours, ça confirme toujours la valeur historique de cette ville, que cette ville était tout le temps une ville importante, même si la capitale n'était pas là-bas, mais pendant des siècles et des siècles, la capitale était Alexandrie. De plus, cette richesse monumentale, parce que là-bas, Alexandrie, si on visite les sites monumentaux qu'on a, soi-disant, comme Chocafa, on appelle les catacombes, ou bien la colonne de Pompée, en pleine ville. Et là, on découvre que les gens, maintenant, ils ont gagné sur ces vestiges. Ils dominent ces vestiges, bien sûr, ou bien ces monuments qui sont en très bon état. On a énormément de monuments de toutes les époques. Alors, à la fois pharaoniques, à la fois ptolémaïques, à la fois romaines, et même on a pas mal de monuments du temps des musulmans. Il y a une des plus anciennes mosquées, avant la mosquée Amr ibn al-As, on avait la première mosquée construite et fondée en Égypte, c'était à Alexandrie. Ainsi que la citadelle, le fort de Qaïtbay, c'est un des sultans du temps des Mamelouks, le XIVe siècle, 1360 aux environs, et c'était bâti pas loin de l'emplacement de l'ancien phare. Et le phare d'Alexandrie existait toujours depuis 2 siècles, ou plus que 2 siècles avant Jésus-Christ. Et c'était pour la surveillance de ce port commercial très très important. Alors toutes ces découvertes monumentales, et tous les archéologues qui sont intéressés par ce travail, surtout ce sont des Français. Jean-Yves L'Empereur qui fait pas mal des fouilles pour sauver ce qu'il y a comme antiquité engloutie sous l'eau de la Méditerranée. Alors lorsque on regarde de près les trésors qui sont ressortis dans cet océan, nous voyons aussi qu'il revient beaucoup la déesse Isis. Quelle est l'importance de la déesse Isis, quel est son rapport avec Alexandrie? Isis, elle avait toujours un rapport depuis le début de la création de l'humanité en Égypte. Les anciens Égyptiens croyaient que Isis est, vous voyez, on peut considérer Isis l'équivalente de la Vierge. Chez nous, même dans nos traditions, maintenant, on appelle beaucoup de filles Isis. Ça veut rien dire, ça n'a rien à voir avec les religions. Mais Isis, elle était toujours un symbole très important de la protection, de la pureté, de la maternité, de la protection. C'est pour cela que depuis toujours, sur tous les cercueils et dans tous les tombeaux, les anciens Égyptiens, depuis le temps des pharaons, et ça continue, même à l'époque d'Alexandre, à l'époque des Ptolémées, à l'époque des Romains, la présence d'Isis, elle est là pour protéger. Elle est là parce que c'est très important dans la mythologie. Isis, épouse d'Osiris, de la résurrection, la mère d'Horus. Et vu que les chrétiens, au début du christianisme, ils ont constaté qu'Isis, elle a été tout le temps présentée, allaitant Horus. Alors du coup, ça leur donne l'impression de voir la Vierge. Enfin, c'était très sacré pour ça. Alors on parle beaucoup d'Alexandre le Grand lorsqu'on parle d'Alexandrie parce que la ville porte son nom, mais il faut dire aussi que Alexandrie a été marquée par le règne de Cléopâtre aussi. Cléopâtre, on la considère seul pharaon, parce que le titre pharaon a continué à l'époque d'Alexandre. Même Alexandre, il a été nommé pharaon d'Égypte et fils de Dieu. À l'arrivée, c'était important que les prêtres le présentent comme ça. Il a été nommé fils de Dieu et pharaon d'Égypte. Et toujours, un pharaon, il est accompagné par son épouse. Mais c'est une épouse royale qui n'a pas vraiment beaucoup de pouvoir. Seulement Cléopâtre, c'est la dernière, parce qu'on en avait 6. La dernière reine. Ah, on en avait 6 Cléopâtre avant. Cléopâtre dont on parle maintenant, c'est la dernière, la 7e. La 7e, elle était couronnée comme reine, mais pendant une époque très très difficile, c'était à la fin de l'époque ptolémaïque. Il n'y avait pas un époux, il n'y avait pas Ptolémée avec elle, elle était seule, et elle a été nommée en tant qu'un pharaon, même au masculin, roi d'Égypte, pharaon au pouvoir. Seule Cléopâtre, des 7 Cléopâtres,
et une des femmes rares de l'histoire de l'Égypte antique qui est au pouvoir toute seule, ainsi que la reine Hatshepsut autrefois. On en avait Cléopâtre, la seule, durant l'époque ptolémaïque. Et à son époque, il y avait beaucoup d'histoires d'amour. Vous voyez, Jules César, Octave, et c'était le début de l'époque romaine. Alors c'était une reine, mais une reine au pouvoir, et c'est la seule qui a eu le pouvoir. Et c'était la fin de l'époque ptolémaïque et le début de l'époque romaine. C'est pour cela que Cléopâtre a bien sûr une valeur historique très très importante. Alors, est-ce que vous pensez que ces richesses que nous découvrons jour après jour dans la mer d'Alexandrie est un moyen aussi d'attirer un nouveau genre de tourisme en Égypte? Bien, on n'a pas besoin de toutes ces découvertes déjà, mais on a besoin d'améliorer les conditions qu'on a en Égypte, bien sûr. De point de vue circulation, comme on voit, il y a pas mal de réseaux routiers qui viennent de se réaliser, installer et bâtir beaucoup plus d'hôtels, autoriser et aménager un peu et rénover un peu les bateaux qui exécutent les croisières. Ici, les hôtels au Caire, après le printemps arabe ou après le Covid, vous voyez, on a eu quand même pas mal de dégâts dû à ça. Alors il faut améliorer ça seulement, mais sinon on a énormément de richesses. Et déjà l'Égypte possède un tiers des monuments du monde. C'est sûr, mais par exemple, Alexandrie a toujours été une des destinations préférées des Égyptiens pendant l'été. Ça a toujours été cette destination-là comme destination préférée, surtout en hiver aussi, pas seulement qu'en été. Bien sûr. Mais c'est vrai que les touristes n'ont peut-être pas assez le temps d'aller visiter Alexandrie, étant donné que le parcours est parfois riche déjà. Est-ce que le fait de ressortir ces trésors du fond de la mer pourrait être un moyen d'attirer plus de touristes vers cette ville? Bien sûr, c'est un moyen d'attirer les touristes plus vers cette ville, mais tout le temps on avait des organisations pour aller à Alexandrie, même si les touristes sont là en Égypte pour passer 2 semaines ou 1 semaine. Alors il y a une journée, à partir du Caire, vous savez, on a 2 heures, 2 heures et demie, aller, 2 heures et demie, retour, et on passe la journée là-bas. C'est un peu une longue journée. Mais les Français, les Allemands, je crois, et beaucoup de voyages, parce qu'il y a encore le port où accostent les grands bateaux croisières à la Méditerranée. On a organisé autrefois des journées rapides depuis Alexandrie pour le Caire, et inversement. Ça veut dire partir d'Alexandrie, faire une journée de visite à Alexandrie et retourner sur ces bateaux-là. Ça n'empêche que toutes ces découvertes actuelles, ils vont bien sûr motiver, ils vont accélérer les demandes de ces touristes de toute nationalité, mais surtout là-bas c'est plutôt un côté culturel. C'est plutôt pour les touristes parce qu'il faut quand même connaître la qualité des touristes et les différentes catégories. On a beaucoup de touristes qui viennent pour avoir les beaux paysages, prendre des belles photos, avoir le beau temps. Alors c'est pas vraiment leur but de faire des voyages pour aller voir des pierres. Vis-à-vis eux, ce sont des pierres. Mais il y a des touristes plus culturels comme la nationalité allemande, les Français, les Italiens, l'Europe en général. Monsieur Sirab, merci à vous d'avoir été des nôtres pour nous parler de cette très belle ville d'Alexandrie. Je vous invite à présent de découvrir ou de redécouvrir le portrait d'un compositeur alexandrin que vous connaissez certainement et que tous les Égyptiens connaissent. Il s'agit de Saïd Darwish. Nous lui rendons hommage aujourd'hui en ce 10 septembre car il est décédé un 10 septembre 1923. D'ailleurs, le ministre de la Culture a dédié cette année à ce compositeur égyptien. Donc voici un hommage en images.